messieurs, Yaorana, bienvenue dans ce journal du jeudi 19 septembre. Au sommaire ce soir. Le gouvernement était très attendu sur son cap pour l'année à venir. Ce matin, lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire, le président du pays a dressé le bilan de l'année écoulée et évoqué quelques actions pour 2025. Un discours que les élus de l'opposition ont qualifié de creux, sans orientation et sans axe. Nous en parlerons en détail avec notre invité, Warren Dexter, le ministre de l'économie, du budget et des finances. 4 milliards de francs, c'est la somme dont a besoin Air Moana pour poursuivre son activité. Depuis plusieurs mois, la compagnie aérienne fait face à de nombreuses turbulences budgétaires et managériales. Nous tenterons d'y voir plus clair. La Tahiti Fighting Championship aura lieu demain à Tohata. Le champion de MMA Dan Hooker va y assister. Ce soir, les combattants sont pesés au musée de Tahiti et des îles. Nous rejoindrons sur place Heimanu Manutei. À la séance d'ouverture de la session budgétaire, le président du pays a affirmé, je cite, ne pas vouloir tout spoiler. C'est un suspense interminable pour l'opposition qui déplore le manque d'action concrète et de cap du gouvernement. Voyez les réactions que nous avons recueillies à la sortie de la séance. Commentaire signé Léa Gondon. Certains aiment à me reprendre lorsque je dis « tout ne va pas si mal ». Je serai enclin désormais à dire que tout va bien mieux. Tout ne va pas si mal. C'était en avril dernier. Ce matin, Moitei Brotherson s'est montré plus optimiste encore. En 25 minutes d'un discours désormais écrit, le président du pays a dressé le bilan de la première partie de sa mandature. Inflation maîtrisée, croissance en cours, tourisme florissant, évolution favorable de l'emploi. Selon le chef de l'exécutif, la confiance des opérateurs économiques est également de retour. On sent quand même à notre échelle beaucoup plus de concertation avec le gouvernement. Donc voilà, on apprend à travailler ensemble et ça c'est plutôt positif. Quant au budget 2025 du pays, qui devrait être voté avant la fin de l'année, pas de changement de cap. Moitei Brotherson veut une fiscalité plus juste, rendre du pouvoir d'achat à la population et servir le développement économique du pays. Sans surprise, l'optimisme du président n'a pas rassuré l'opposition. On n'a eu aucune annonce, ni sur le plan budgétaire, ni sur les choix économiques du gouvernement. Le président, en 20 minutes, nous a dit que finalement tout allait bien. On attend de voir quelles seront les décisions qui seront prises pendant les commissions. Mais à ce stade, on n'a aucune, mais strictement aucune annonce. Mais Haolore n'est pas le seul à rester sur sa faim. C'est aussi le cas du leader de l'opposition, Tapura. Ce discours est creux. Il est creux parce qu'il ne nous donne pas les directions que veut prendre le gouvernement pour l'année à venir. Qu'est-ce qu'on fait en matière de relance de l'emploi? Qu'est-ce qu'on fait en matière de grands investissements dans ce pays? L'objectif de développement du tourisme, on parle de 600 000 touristes. Où est-ce qu'on va voir sortir des chambres pour accueillir ces touristes? On n'a rien, on ne sait rien. Invité à l'occasion de cette rentrée parlementaire, le sénateur Tevaro Fritsch s'est dit doublement étonné. Pas un mot sur le cap vers l'indépendance et cette annonce surprise selon laquelle la réforme tant attendue de la protection sociale généralisée est prête. Le sujet de la protection sociale généralisée qui serait prête à déposer devant l'Assemblée, mais nous n'avons pas eu le contenu de cette protection sociale. Et l'autre sujet, c'est celui de la réforme fiscale dont il n'a pas donné le nom, mais on parle de mieux appréhender les revenus. Est-ce que ça veut dire créer un impôt sur le revenu? Est-ce que c'est rééchelonner les éléments de la CST? À quelle taxation seront voués les Polynésiens demain? Je pense que c'est un sujet aussi important qui mérite un débat plus large. Les représentants auront l'occasion de débattre de ce sujet central et de bien d'autres dès la deuxième séance de la session budgétaire prévue mardi prochain. Pour commenter cette actualité, nous recevons Warren Dexter, ministre de l'économie, du budget et des finances. Aterihau Yaorana. Yaorana Emma, merci de me recevoir ce soir. Les élus de l'opposition déplorent un discours creux, sans orientation et sans axe. Pensez-vous que les annonces faites ce matin par Moitei Brotherson répondent aux urgences du pays et aux attentes de la population? Oui, je pense que c'est comme une déclaration de politique générale qui reste dans le prolongement de ce qu'il avait annoncé l'année dernière. Après, sur les propos de l'opposition, je rappelle qu'on est en démocratie, ils sont dans leur rôle à forcément voir le négatif surtout. Hein, voilà. Une grande partie du discours de Moitei Brotherson était consacrée au bilan de cette année et demie de mandature. Il a affirmé que tout va mieux. C'est le même constat que vous faites de l'activité économique du pays? Bien sûr, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se reporter aux publications de l'ISPF et de l'IOM. Le constat est sans appel, il y a une nette amélioration.
On sait même que sur bon nombre de sujets, on est les meilleurs élèves de toutes les collectivités d'outre-mer, que ce soit le remboursement de PSG, le taux de défaillance des entreprises. Le combat n'est pas terminé sur l'inflation parce qu'on nous dit que ça a stoppé, mais pour autant les prix ne rebaissent pas. Donc le combat continue et on ne va pas lâcher l'affaire, on continue à proposer des choses pour le bien de la population. Pour l'année à venir, le cap budgétaire du gouvernement reste inchangé. Dans son discours, Moitai Brotherson a rappelé ce qui a été fait. Je cite, ramener l'inflation à un niveau plus qu'honorable, la stabilisation du pouvoir d'achat ou encore la progression du PIB. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'annonces concrètes. Cela signifie qu'il n'y aura pas de nouveautés, pas de grands changements en 2025 ? Si, il y aura des changements. Par exemple, il a annoncé un exemple, hein, juste à côté de chez vous, la nouvelle école qui va s'ouvrir pour les métiers du numérique et de l'audiovisuel. On sait qu'il y a une grande plus-value à tirer pour procurer du travail à nos enfants dans ces secteurs-là. Ça, c'est une mesure concrète. Après, pour les archipels, on continue nos efforts en investissement. Dans les premières enveloppes qu'on a demandé au ministère de respecter, on a prévu 152 milliards de budget en fonctionnement, avec notamment dedans 38 milliards à tout ce qui est aide et soutien, que ce soit à la population dans divers dispositifs au travers d'associations dans le domaine du social et des sports, de la jeunesse. En investissement, on a prévu 32 milliards, soit 2 milliards de plus que l'année dernière. Non, je pense qu'on est sur la bonne voie. On continue notre petit bonhomme de chemin pour démontrer qu'on va arriver à de bonnes choses. Moitai Brotherson a affirmé que vous avez rétabli le lien avec les acteurs économiques et le MEDEF se réjouit qu'il y ait davantage de concertation. De leur côté, les élus de l'opposition ont espoir de réussir à mieux travailler avec vous plutôt qu'avec votre prédécesseur. Ça vous conforte dans votre position? Vous pensez pouvoir être à la hauteur de leurs attentes? Alors j'espère bien, mais en tout cas, moi je dis depuis le début, ça fait un mois que je suis en fonction, qu'on ne peut rien faire sans établir la confiance. Les entreprises font l'économie de ce pays. Donc on ne peut pas se permettre de se les mettre à dos. À un moment donné, forcément s'asseoir autour de la table et trouver des solutions. Parce que pour moi, la grande urgence du moment, et c'est d'ailleurs ça a été celle aussi du précédent gouvernement, c'est la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, je dis, est menacée par le social. Hein, je pèse mes mots. Parce que là, le sénateur Autriche en parlait, les dépenses de la PSG continuent à augmenter. Et donc, à un moment donné, l'économie ne pourra plus financer tout ça. Donc il faut créer de l'emploi. Parce que c'est la meilleure réponse à cette inflation des coûts sociaux. Dans une interview ce matin, le président du MEDEF a affirmé qu'hier, la Banque fédérale américaine a baissé ses taux d'intérêt de 0,5. Ça montre qu'aux États-Unis, ils ont conscience qu'une récession est en train de naître. Steve Bannon a affirmé que le rôle du MEDEF est de sensibiliser l'exécutif pour ce changement qui devrait intervenir en 2025. Il a ajouté qu'une récession comme celle-là risque de perturber notre économie locale et qu'il aurait aimé que le pays propose des ajustements pour y faire face. Que lui répondez-vous ? D'abord, moi j'ai eu l'occasion de le dire en face, ces annonces, ça contrarie un petit peu ma position qui consiste à rassurer les entreprises, parce que c'est de nature à créer un climat anxiogène pour les entreprises, donc c'est pas bon pour l'investissement et l'embauche. Pour couronner le tout, j'ai fait vérifier ces assertions par les experts de l'ISPF et même de l'IOM. Le dossier est même monté à Paris, qui me disent qu'effectivement, il y a quelques signaux défavorables qu'on aperçoit sur la scène internationale, notamment la baisse des taux directeurs de la Banque fédérale américaine. Mais ces signaux, me disent-ils, ne sont pas suffisamment graves pour augurer une crise internationale. C'est trop tôt pour en parler. Maintenant, je comprends. Donc pas d'ajustement en vue pour l'instant à ce niveau-là. Voilà, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais je peux comprendre qu'un chef d'entreprise veuille anticiper ces choses-là et se prémunir contre une éventuelle crise internationale. Parce que c'est vrai que Steve Bannon me rappelait que la crise des subprimes en 2008, personne ne l'a vu venir. Non, ça, c'est aussi vrai. Merci Warren Dexter pour ces réponses. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose de regarder un reportage. Dans son discours d'ouverture à l'Assemblée, le président du pays a réaffirmé sa volonté de rééquilibrer et consolider la desserte aérienne domestique. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation critique dans laquelle se trouve Air Moana. Athéna Milcam, Merete Ato. La concurrence rend service aux citoyens. Il faut espérer qu'il n'ait pas à déposer bilan et qu'il trouve une solution pour pouvoir continuer, parce que c'est toujours bien d'avoir cette dynamique. Je pense que c'est primordial et que ça permet d'assainir le marché et surtout d'augmenter l'offre. C'est nécessaire parce qu'on a le choix. S'il y aurait d'autres compagnies, c'est encore mieux. Les usagers semblent unanimes et le président Brotherson le réaffirme.
il y a de la place pour plusieurs opérateurs dans le ciel polynésien. Le dernier arrivé, Air Moana, est pourtant dans une situation très critique. Pour la poursuite de son activité, la compagnie aurait besoin de 4 milliards de francs. Air Moana est dans une situation difficile qui résulte d'une guerre ouverte qui a été enclenchée, destructrice de valeur. Moi, j'aimerais que ça s'arrête. Et en tout cas, le gouvernement, depuis notre arrivée, nous avons accompagné Air Moana. Nous les avons reçus à chaque fois qu'ils nous ont sollicités. Et nous avons mis en place un certain nombre de mesures tout en respectant la réglementation et la loi. Air Moana n'a pas dit son dernier mot. Les investisseurs privés, qui depuis le début, il faut le rappeler quand même, ils ont mis plus de 3 milliards. En général, quand vous avez une boîte qui met 1 milliard de fonds privés, les banques leur prêtent 10 milliards. Parmi le public réuni dans l'hémicycle, le représentant d'Air Moana est sensible aux propos du chef de l'exécutif. Il espère le soutien des institutions. Mais selon lui, les problèmes de la compagnie ne sont pas que financiers. Il y a aussi l'aspect managérial de la gouvernance. Donc, avant d'arriver à un mouvement social, une crise sociale, car rappelons-le, il y a 240 employés au sein d'Air Moana. Ma présence ici, c'est cet appel à la solidarité. On serre quand même la ceinture parce que ce problème récurrent de trouver à chaque fin du mois, on se pose la question si on est payé. Un avenir incertain. La fermeture d'Air Moana serait une catastrophe pour le développement touristique du pays, selon le président Broderson, qui a de grandes ambitions pour ce secteur, pilier de l'économie locale. Du côté de la première organisation patronale, on considère que la concurrence est vouée à l'échec dans le secteur aérien domestique. La problématique aujourd'hui, on le voit, c'est que ça vient condamner les deux sociétés parce qu'Air Tahiti aussi a enregistré des pertes l'année dernière. Air Moana semble être soutenu par des fonds privés aujourd'hui. Le modèle économique ne permet pas pour l'instant à cette société de voler par ses propres ailes. Donc j'aurais tendance à dire que la compétition c'est bien là où c'est possible. Concurrence possible ou non, le ciel continue de s'ouvrir avec l'arrivée annoncée de Motulink, une compagnie essentiellement dédiée au transport du fret dans les îles. On vient de le voir, Air Moana est dans une position délicate. Il lui faudrait 4 milliards pour garantir la poursuite de ses opérations. Pour tenter de sauver la compagnie, le président du pays a annoncé avoir fait tout ce que la loi lui permettait. Et ça signifie que vous n'avez plus aucune carte à jouer? Bien sûr que si, on a des cartes à jouer. Moi, ce que je voudrais rappeler, d'ailleurs le président l'a dit, c'est important, c'est que c'est un des dossiers qu'on soutient depuis qu'on est arrivé aux affaires en mai 2023. Quand on était arrivé, les avions d'Air Moana n'étaient pas éligibles à la défiscalisation, donc on a modifié la réglementation pour que ce soit éligible. Ensuite, ils ont obtenu une défiscalisation pour les 3 prochains avions qu'ils vont acheter. En termes de dépenses fiscales, c'est 3 milliards quand même qu'on met dans ce projet-là. Ensuite, nous avons demandé à la Sofidep de mettre au capital un demi-milliard de francs pour soutenir la compagnie. Et en dernier lieu, effectivement, la compagnie, quand elle est revenue nous voir pour dire qu'elle avait toujours des difficultés, on a mandaté un cabinet d'expertise parisien pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait, combien d'argent il faudrait mettre pour sauvegarder l'outil durablement. Et il nous a été répondu effectivement 4 milliards. Alors, ça aurait été un soutien abusif que le pays, évidemment, mette 4 milliards, même la moitié. Donc, on a estimé qu'à 1 milliard, c'était un soutien raisonnable. Et c'est la proposition qu'on a faite à Air Moana, à charge pour elle de retrouver les 3 milliards restants. Alors, la grande difficulté que nous avons, c'est en dépit de ce soutien du pays, les banques sont réticentes à suivre, on peut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de signaux défavorables. Il y a des problèmes au niveau de la gouvernance, les stratégies commerciales n'ont pas été bonnes. En plus, ils sont mis en procédure de conciliation au tribunal de commerce. Ça, c'est la chose qu'il ne fallait surtout pas faire pour avoir la confiance des banques. Bref, là, on essaie de recoller les morceaux, mais on a encore des cartes à jouer pour sauver cet outil. Voilà. Il y a une autre proposition qui pourrait être envisagée. Le pays est actionnaire de Air Tahiti. Si Air Tahiti devient à son tour actionnaire de Air Moana, le pays le sera donc indirectement. C'est une solution que vous envisagez ? C'est envisageable. Maintenant, savoir faut savoir qu'on n'est pas du tout majoritaire à Air Tahiti, donc c'est pas nous qui aurions le fin mot. Alors, je ne sais pas si ça peut être dans les intentions de Air Tahiti, mais c'est un scénario à exploiter effectivement si on n'arrive pas à sauver la compagnie, bien sûr. Bien, merci beaucoup Warren Dexter d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en parlais hier, des moyens de sauvetage importants avaient été déployés au large de Veirao suite à un canular téléphonique d'un groupe de jeunes. Des procédures pénales pourraient être engagées contre eux. Nous écoutons les précisions d'Alex Génico. Le directeur du GRCC est interrogé par Heymanu Manutei.
Évidemment, on a de l'empathie pour les parents de ce jeune qui a commis vraiment une grosse faute. Il faut vraiment qu'on puisse réagir quand même sur ce genre d'opérations qui peuvent mettre également en péril les secours qui sont envoyés. Là, l'opération était de nuit, il y avait de la pluie, donc pour les embarcations qui ont été envoyées, c'est toujours plus difficile d'intervenir de nuit. Mais le haut-commissaire lui-même, avec sa directrice de cabinet, le Comgend, la DPC, ont monté une cellule de crise compte tenu du nombre de personnes qui étaient impliquées. Pour moi, la partie la plus importante, si on avait eu quelque chose à côté qui sollicitait d'autres moyens, et on était en fin de compte sur des équipages qui étaient déjà fatigués parce qu'ils avaient déjà participé. Et c'est cette composante-là, pour moi, qui est la plus importante et la plus impactante. En termes de moyens, généralement, le Dauphin, c'est entre 4 et 6 personnes à bord du Dauphin. Sur les équipes pompiers, en fonction du semi-rigide, entre 3 et 4. La FEPSM, donc c'était entre 2 et 4 par petit Marlala. Ce genre de fausse alerte est malgré tout très rare. Place au sport maintenant. Le coup d'envoi de la Hawaii Kinuiva A Solo 2024 a été donné ce matin. 126 rameurs étaient sur la ligne de départ pour cette première étape longue de 22 km entre Tautira et Hitia. À mi-parcours, Kyle Taraufau et Hotwitter Ei Por'Ei se détachent du reste des participants. C'est finalement Kyle qui a fait les meilleurs choix de cap et qui est arrivé premier. Hotwitter Ei arrive deuxième et Hitiro Amazing troisième. On écoute les réactions des vainqueurs au micro d'Endieb. C'est bien passé aujourd'hui pour moi, très content. Et tant Marourouté à toi pour cette victoire encore. J'ai dit cette victoire à ma fille. C'est difficile, pas de houle. Voilà, toutes les courses sont difficiles. Après, voilà, j'ai essayé de jouer au cap. Et voilà, ça a marché pour moi aujourd'hui, Marourouté à toi. Et voilà, on continue ici cette lancée-là pour les deux autres étapes. Ça a marché pour moi, mais c'est le copain Kyle finalement qui a pris l'ascendant sur les derniers kilomètres. Il était un peu plus en bas, plus côté terre. Et voilà, il a pu passer devant, que je félicite. Voilà. Et derrière, on est encore joué, on s'est tous, il faut vraiment passer la ligne d'arrivée, la dernière étape, samedi. Mais bon, c'est déjà de bon augure, on est bien classé, le copain Kyle aussi. On avait quand même un petit écart avec Hitiro Mazin, le troisième, et Steve. Il avait tout le paquet derrière. Et voilà, demain on va essayer de les marquer et essayer de rester encore sur le podium. Voilà. Et la Hawaii Kinuiva A Solo se poursuit demain avec une étape de 27 km entre Hitia et Mahina. Vous pourrez bien sûr retrouver les résultats de cette course dans notre édition de demain soir. On revient à terre pour s'intéresser au MMA. La 3e édition du Tahiti Fighting Championship se tiendra demain soir à Tohata. 14 combats sont prévus. Ils se tiendront sous l'œil expert du néo-zélandais Dan Hooker. Il est classé dans le top 10 de sa catégorie à l'UFC. Désiré Taivao l'a rencontré. Regardez. Il était à Las Vegas le week-end dernier pour assister à une soirée de l'UFC. Demain, Dan Hooker sera présent à Tohata pour le Tahiti Fighting Championship. Comme dans la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, le Kiwi attend beaucoup aussi du TFC. À la TFC, j'espère voir du spectacle toute la soirée et prendre du plaisir avec le public. Je suis excité à l'idée de rencontrer les fans tahitiens et puis profiter de la chose que j'aime le plus au monde, le MMA. Dan Hooker et le public polynésien assisteront notamment à 5 combats internationaux. Le haut de l'affiche opposera Teiki Nauta et le Californien Chase Eskam. Les deux hommes s'étaient quittés sur un match nul l'année dernière à Tohata. Une revanche que l'actuel numéro 5 des poids légers de l'UFC suivra avec attention. J'ai hâte de voir le combat de Teiki pour le main event. Dans un futur proche, je suis sûr qu'un Tahitien combattra un jour à l'UFC. Si c'est le cas, je serai présent. Et si je peux aider d'une quelconque manière à atteindre l'UFC, ça sera avec plaisir. Rendez-vous donc à partir de 16h à Tohata pour la 3e soirée du Tahiti Fighting Championship. Mais avant de pouvoir combattre, il faut passer par la pesée. Elle a lieu en ce moment au musée de Tahiti et des îles où nous rejoignons Heimanu Manuthei. Et Yaorana Manuthei, quelles sont les grosses affiches attendues demain ?
Oui, bonsoir Emma et bonsoir à toute la Polynésie. Donc nous sommes ici à Punaauia, plus particulièrement au musée des îles. Donc une soirée consacrée effectivement à la pesée donc de nos athlètes pour la participation, pour la 3e participation du MMA en Polynésie, donc de la Tahiti Fighting Championship. Donc pour cette occasion, ne tardons plus, nous avons donc l'honneur d'accueillir Reihere Dudes, combattant et plus particulièrement organisateur de cet événement. Reihere, bonsoir. Bonsoir. Alors une question Reihere, donc une petite déception pour cette participation. Donc ma question se tourne en fait sur le fait que pour cet événement, plus particulièrement en tant qu'organisateur, quels sont les grands combats attendus? Alors pour moi, on va dire que les premiers combats déjà chez les jeunes, moi je les attends de pied ferme parce que c'est l'opportunité pour eux de s'exprimer et de montrer qu'à un très jeune âge, on peut déjà avoir un très bon niveau. Ensuite, on passe sur la carte amateur majeure pour les adultes, sur lesquels on a matché des grands noms du MMA polynésien. Chez les amateurs, il y a des grandes salles comme Tearo, comme Sphère, comme sur de la Presqu'île aussi. Tu as des nouvelles salles comme Team Yama, tu as la team Anapa Top Team, ceux de Huahine Extreme Art. Du coup, on a essayé un peu de piocher dans tous les clubs les meilleurs combattants et faire un mix pour que ça donne une carte locale assez surprenante. Du coup, après, on va passer sur la main card, uniquement fait de combattants internationaux face à nos combattants locaux. À savoir qu'un des grands matchs qu'on attend, c'est celui de Veitehau contre Ethan Brockett alias Beyblade. Ce combat-là, il a eu lieu il y a 2 ans, je crois, à Huahine, mais Veitehau n'était pas bien préparé. Ça a été un match assez serré. Et cette fois-ci, nous revient avec un camp d'entraînement entier pour faire honneur à la Polynésie. Et après, tous les matchs de la main card sont intéressants, mais je vais revenir encore sur le co-main event qui est la ceinture poids lourd amateur avec Bernard Tenaore qui affronte le numéro 1 néo-zélandais chez les poids lourds, Danny Hartwell. Ce combat-là, il va envoyer. Je ne pense pas que ça va aller au bout des 3 rounds. En plus, on a une ceinture en jeu, du coup, les mecs vont donner tout ce qu'ils ont pour l'avoir. Et le main event avec Taiki Nauta, justement, qui remet sa ceinture des light heavyweight en jeu face à Eskam. Eskam qu'il a déjà affronté il y a plus d'1 an et demi sur Toata. Le combat s'était soldé par un match nul. Et là, les deux nous ont promis que ça irait pas au match nul. Du coup, j'attends ça et j'ai hâte d'être là demain. En tout cas, merci Reihere. Je vous souhaite le meilleur pour cette participation et que nos athlètes rapportent les médailles, la totalité des médailles. Merci Reihere pour avoir répondu à notre appel. Donc Emma, voilà ce qu'on peut dire donc, en direct du musée des îles. Donc la soirée vient à peine de se terminer. Donc les athlètes, effectivement, comme tu le vois, sont encore ici avec certains membres organisateurs. Mais ce que je peux te dire, Emma, effectivement aussi pour toute la population, c'est que cet événement est programmé pour demain soir à 17h30 sur la place mythique de Toata. Donc ne tardez plus, venez en masse effectivement supporter nos supporters athlètes du Fénois. Donc c'était Manu Thei en direct du musée des îles de Punaauia pour Tahiti News Télévision. Eh bien le rendez-vous est donné. Merci Manu Thei pour tous ces éléments. En mot de cyclisme, les coureurs du Tour de Tahiti Nui étaient à Moorea aujourd'hui pour la 7e étape. Au programme, 2 tours de l'île, soit 120 km de course. L'étape a été marquée par l'échappée de Ryan Gorman. L'Américain a roulé en tête pendant près de 100 km avant d'être rattrapé par le peloton. La victoire d'étape s'est finalement jouée au sprint et c'est Damien Ridel du vélo club de Bora Bora qui l'emporte en 2h42. Il s'impose devant Andrew Collet et Victor Boal. Au général, Ryan Lacheny conserve encore le maillot jaune. Demain, les coureurs resteront à Moorea pour la 8e étape. Vous pourrez retrouver les résultats de la course sur notre site TNTV News. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, voyez les émissions Moana et Toua. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve lundi. D'avance, passez un excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.